Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Belgocam 21 TV. Nous sommes de retour après une longue période de vacances pour se ressourcer et reprendre de plus belle cette émission de géopolitique, débriefing et vue de la diaspora. Notre consultant maison, M. Toga Messina, qui est allé au Cameroun se ressourcer, qui est de retour en Belgique pour reprendre ses analyses aussi pointues. M. Toga, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste Guy Ekola, et merci de l'invitation. C'est tout un honneur que d'être ici. Vous parlez de vacances. Oui, j'ai été au Cameroun. Je suis allé rendre visite à la maman qui est un peu souffrante, mais elle a du peps, comme j'ai du peps, à revenir avec des analyses qui, comme vous le dites, seront pointues, mais alléchantes à l'oreille. Vous êtes bien de retour parmi nous. Et nous allons continuer sur le thème qui contrôlera l'Afrique, parce que c'est un enjeu majeur, le contrôle de l'Afrique, le contrôle des ressources de l'Afrique et le partenariat Afrique-Europe, Afrique-Russie, Afrique-Asie. Le Congrès américain a voté un projet de loi, la résolution HR 7 311 117, intitulée « Loi sur la lutte contre les activités malveillantes de la Russie en Afrique ». Monsieur Toga, les titans américains se projettent visiblement sur une extension de l'OTAN vers l'Afrique, vers les pays africains. La loi contre les activités malveillantes de la Russie en Afrique vise la coopération russo-africaine. Est-ce que les enjeux ne sont pas faits? De prime abord, vous me permettrez de donner un qualificatif à cette loi. De mon analyse, j'ai envie de dire que c'est ici la déchéance de l'hégémonie occidentale, par extrapolation de l'hégémonie américaine qui ne fait que nous montrer ces quelques soubresauts, si elle en a encore. À l'analyse fondamentale de cette loi, vous conviendrez avec moi que c'est encore ici magnifier le protectionnisme américain en termes de sauvegarde de ses intérêts, aussi bien à l'intérieur de son territoire qu'à l'extérieur de ses frontières. Vous voyez ici, l'enjeu principal, c'est l'Afrique. Et pourquoi l'Afrique est un enjeu? Parce que elle représente quand même, elle regorge 54 pays qui ont quand même un poids, ne fût-ce qu'en termes de superficie, en termes de population, sur le plan géopolitique, cela pèse. Ce sont donc des idées ou bien alors des personnes à convaincre pour l'expansionnisme américain, et donc il ne faudrait pas que la Grande Russie vienne se mettre dans son plat pour qu'elle se sente un peu menacée vis-à-vis de ses intérêts. Et donc cette loi vient d'abord, premièrement, pour préserver les intérêts américains et non les intérêts africains. Vu ainsi, on se rend bien compte que la loi énoncée se présente sous une communication bien subtile. Elle est présentée en termes de sauvegarde de la démocratie émergente africaine, sauvegarde des droits humains, sauvegarde des richesses naturelles. Vous conviendrez avec moi bien qu'il faille rire ici quand on entend les États-Unis dire, par exemple, qu'il faille venir sauvegarder les ressources africaines, eux qui ne passent que le temps à piller les ressources partout où ils se trouvent. Vous avez naturellement aussi cette loi qui énonce ici l'ambition fondamentale de l'organisation de l'Atlantique Nord, j'ai envie de dire, qui englobe l'Amérique, la France, la Grande-Bretagne, du moins la communauté internationale, quant à ce que l'Afrique ne doit aucunement connaître une certaine émergence. Et donc, face à cela, que fera la Russie? C'est la grande question qui est posée, mais la réponse a déjà été mise en riposte face à cette loi. La sud-africaine, une députée ou bien une sénatrice sud-africaine a émis ici le vœu de la réticence des Africains quant à l'adoption de cette loi qui infantilise une fois de plus l'Afrique. Et moi j'ai envie de dire qui n'a que pour vocation à humilier une fois de plus l'Afrique, en grande partie ces gouvernants qui, ma foi, ne font pas entendre leur voix quant à ce que l'Afrique doit être protégée par les Africains et non par l'oncle Sam. C'est une guerre qui dure depuis quelques mois. Est-ce que
la guerre russo-ukrainienne a un impact sur les pays africains? Tout à fait, tout à fait. La guerre russo-ukrainienne a un impact majeur sur l'économie mondiale en général et en particulier sur l'économie africaine. Je vais peut-être vous faire rire, mais déjà ici en Europe, vous avez cette phrase qui revient très souvent au regard de l'inflation que nous connaissons dans les pics de 10%. À l'achat d'un produit, vous entendez les prix augmenter. Mais la réponse du consommateur, c'est de dire que c'est la faute à Poutine. Vous voyez que ça a un impact déjà dans le portefeuille de l'occidental. Et que dire de l'Africain? Et donc, déjà, dans l'importation, on importe du blé, on importe un peu de denrées alimentaires, les produits de première nécessité, j'ai envie de dire, et qui viennent soit de la Russie, soit de l'Ukraine. Ces deux pays en conflit, c'est l'acheminement de ces marchandises qui prend un coup. Et donc, forcément, le continent africain connaîtra une grande famine telle que ça a été énoncé au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, ou alors les grandes puissances qui essayent de protéger encore leurs bébés qui ne sait nullement se nourrir, à savoir la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne ou naturellement les États-Unis. Et corrélativement, la loi qui a été énoncée, c'est aussi pour prémunir ou alors mettre la plus de pression au niveau de l'Afrique quant à ce que si vous convergez avec les idées russes, vous n'allez aucunement avoir une aide venant de notre part parce que notre idéologie n'est pas est fondamentalement opposée à celle des Russes qui viennent ici pour la désinformation et le pillage de vos ressources. Ce sont les expressions qu'ont utilisé un sénateur de la Chambre des représentants au niveau de l'Amérique. C'est-à-dire que la Russie ne va qu'en Afrique pour piller et pour désinformer. Et donc, la loi qui a été évoquée, on y revient naturellement, pour apporter la bonne information à l'Afrique et pour protéger l'Afrique. Et donc, l'impact ici, en termes économiques, c'est d'abord une réduction du pouvoir d'achat parce que les prix vont augmenter et donc la bourse va crier. Et en termes sociaux, on a ici un impact socio-économique. En termes sociaux, c'est le risque de crise que cela peut apporter au niveau de la sphère sociale, de la guerre au niveau de l'Ukraine et de la Russie. Et donc, du fait des importations et du fait des exportations, il n'y a plus un cash flow, il n'y a plus assez de revenus et cela met en péril la stabilité au niveau des foyers parce que les produits sont devenus chers. Et il y a une spéculation même déjà des produits au niveau de l'Afrique qui fait en sorte que le consommateur lambda peine à s'en sortir. Et donc, cela crée des frustrations entre le gouvernant et les gouvernés qui, ma foi, recherchent des solutions maintenant qui ne devraient pas se poser si la guerre en Ukraine n'avait pas lieu. Et donc ici, les Bayam Selam, comme j'ai envie de dire, du côté de l'Afrique, ne font que utiliser la guerre en Russie la guerre en Ukraine, pardon, pour, n'est-ce pas, soutenir cela en termes d'opportunités, parce que cela crée de la rareté et donc une augmentation des prix, ce qui, ma foi, posera quelques problèmes au niveau de la bourse de la ménagère. Revenons sur cette nouvelle arme de guerre, la communication. Comment la Russie a-t-elle pu prendre l'avantage sur le temps et sur l'Union européenne en termes de communication et de propagande? Déjà ici, il faille signifier qu'on ne saurait dire que la Russie a pris de l'avance quant à ce que leur propagande soit mieux perçue par certains. Mais ce qui est sûr, c'est que la Russie s'est concentrée non pas sur les populations occidentales, mais sur ses citoyens, à expliquer son action au niveau de l'Ukraine à ses citoyens, faire ressortir les 3 objectifs de l'opération militaire spéciale, communiquer amplement là-dessus à l'intérieur de la Russie avant que son discours ne soit exporté par une stratégie qu'elle a utilisée, c'est-à-dire l'usage des influenceurs, non pas
soit russe, sur certaines plateformes, mais aussi à exporter le discours parce que son action, manifestement, affecte le monde. Et donc, c'est tout le monde qui va parler, reprendre maintenant. On avait fait un débat sur les pros et les anti. Ici, on voit bien cela. Ceux qui sont pros vont porter le discours axé sur les actions de Poutine, qui renvoie à démilitariser l'Ukraine, à dénazifier l'Ukraine. Et le troisième objectif, je pense, est la protection des citoyens russes partout où besoin sera. C'est un peu cela les objectifs. Et non, cette propagande-là, si elle est réussie, ça reprend les trois éléments que je viens de citer au niveau de l'Hexagone ou alors de l'Union européenne pour faire court. Et ça a aussi son pendant au niveau africain. Et c'est qui même influence. On peut aller pousser l'analyse en profondeur et dire que, par exemple, cela a eu un impact dans la décision des pays africains dans la résolution des Nations Unies quant à sanctionner la Russie au niveau de l'ONU. Et donc, vous voyez, il y a eu 17 pays qui se sont abstenus. Est-ce que ce discours-là, cette présentation des faits par la Russie a eu un impact au niveau de ces pays-là? D'où la loi, une fois de plus, dont on vient de parler. Les Américains sentant l'assentiment ou alors l'approche un peu méfiante quant à ce qu'il faille condamner ipso facto la Russie parce que l'oncle Sam et l'Union européenne en a décidé ainsi, est un peu perçu de façon dubitative au niveau de l'Afrique, impose cette loi qui ici maintenant tient lieu de pression au niveau des pays africains pour que cela ne serve plus de voie d'expression de l'opinion russe dans cette sphère-là et son pendant, parce que le monde maintenant parle de mondialisation et donc le discours que la Russie tient en Afrique n'est que rapporté ou bien reporté au niveau mondial. Et donc la propagande russe, s'il faille l'analyser, on va dire que c'est du fait de leur stratégie, parce qu'ils sont d'abord très silencieux dans leur communication. Ils ont une communication extrêmement ciblée et extrêmement militaire. Pour le reste, c'est du fait des blogueurs, des médias occidentaux eux-mêmes qui portent le discours occidental auprès de leur public, parce qu'ils ont chassé RT, ils ont chassé Sputnik, qui était le porte-voix du Kremlin. Maintenant, il n'y a plus tellement ces médias-là. D'où est-ce qu'on s'informe? Le citoyen cherche à s'informer. Le citoyen cherche la démocratie informationnelle. Et donc, il ne veut plus, comme c'est dans les années 60 où on parlait de communication de masse, c'est-à-dire on produit l'information, la seringue hypodermique. Je parlais de ça dans un de mes articles. La seringue hypodermique est de retour. C'est-à-dire on produit un message et puis on fait juste consommer cela aux citoyens pour que cela soit perçu comme une vérité absolue. Maintenant, ce n'est plus le cas. Et donc, le citoyen recherche l'information avec l'avènement du village planétaire qu'est Internet. On se rend bien compte que le discours russe, même s'il n'est pas tambour battant au niveau occidental, c'est quand même inséré dans la communication occidentale. Et ceci malgré les efforts du Kremlin, tout simplement parce que les médias occidentaux en parlent et reparlent pour ternir l'image de la Russie, mais cela va un peu contre leur volonté. Il y a aussi un élément important qu'il faille mettre en avant, c'est la sincérité des propos. Quand on mène une communication de propagande, il faut tenir des propos sincères et répéter le message à tout bout de champ. Et si la Russie répète le message fondamental axé sur ces trois objectifs. Or, la communication occidentale a tendance à ternir, on cherche à ternir l'image, non pas de la Russie, parce qu'il y a ici une ambiguïté qu'il fallait éviter. Il ne faut pas se créer les problèmes avec la Russie, mais il faut écarter l'Ukraine, Poutine et la Russie. Et donc ternir le leader russe, c'est-à-dire Poutine, et
tenir des propos amélioratifs au niveau de la Russie, la grande Russie, vous allez entendre ce genre de discours, la Russie d'antan qui était au niveau des dirigeants qui ont accompagné l'installation de l'idéologie occidentale, c'est-à-dire les Gorbatchev et les Elstine, Boris Elstine, vous allez voir comment ils traitent l'information de ces personnages-là en termes amélioratifs. Mais quand on arrive au niveau de Poutine, on se rend bien compte qu'il est pire que Staline, il est pire que Lénine. Il ne rentre pas dans l'histoire au niveau de la Russie. Et donc, il y a un discours qui irrite même déjà le peuple occidental quant à ce que l'insulte ne fait pas partie de leur culture. L'insulte, les médias occidentaux, déjà même dans le jargon déontologique, journalistique, on stigmatise l'insulte, l'injure. Et là, maintenant, nous sommes en pleine magnificence de l'injure au niveau médiatique, et c'est qui accable, ma foi, l'opinion européenne. Maintenant aussi, il y a la véracité des propos qui sont prononcés. La propagande, c'est produire quelque chose, un buzz, c'est comme le buzz, c'est produire un effet ponctuel. Parce que j'ai une information, je vais produire tel effet en fonction de l'information que j'ai. Donc je pousse l'information, je la donne parce que je sais ce que je veux. Je ne vise plus à informer, je vise plutôt à atteindre un objectif que je me suis défini. Et pour l'instant, la Russie mène sa communication sans tenir compte des propos malveillants que les Occidentaux tiennent. Et donc, est-ce qu'elle a pris de l'avance? J'ai envie de dire, les faits donneront raison. Des combattants étrangers ont été condamnés en Ukraine. L'ONU s'inquiète. Il s'agit d'un Marocain, d'un Britannique. Cette inquiétude ne relève pas-elle d'une simple information? On peut se poser la question, où est passée l'ONU depuis le début de la guerre en Ukraine? Vous faites bien de poser cette question. Elle tombe à point nommé. Il fallait déjà qu'on s'interroge sur la place de l'ONU dans ce conflit. Ben, maintenant, la condamnation des mercenaires, ce n'est pas peu de les appeler mercenaires, parce qu'ils le sont. Ils ne sont pas issus de ce pays-là. Ce sont des mercenaires qui vont prêter main forte à l'armée ukrainienne, se retrouvent condamnés par l'État qui devrait protéger contre l'ours russe, condamné à mort. Maintenant, l'ONU doit intervenir pour rappeler à l'ordre, ou je ne sais pas où elle se trouve, mais le conflit continue. Est-ce qu'on doit attendre l'ONU qui est perdue dans n'importe quel conflit dans le monde pour venir aider à la résolution de ce conflit? Je doute fort de la capacité de l'ONU à régler ce conflit. Pourquoi je doute? C'est la question qui faille répondre ici. Pourquoi moi je doute de la capacité de l'ONU à répondre à cette crise? Qui gère l'ONU? Si on prend juste une analyse sémiotique ou bien alors sémiologique des éléments constitutifs de l'ONU, c'est-à-dire son siège, où est-ce qu'elle est située, on voit bien aux États-Unis. Et je fais aussi là juste une analyse logique en disant simplement où est-ce que tu habites? Est-ce qu'il serait facile de venir te déloger là sans que je ne donne mon accord? Si la réponse est c'est impossible parce que le propriétaire du terrain doit toujours venir donner son aval quand est-ce que oui je vends à celui-là, oui je vends à celui-là. Donc l'ONU est locataire. Et qui est le propriétaire du terrain? C'est les États-Unis. Et donc les États-Unis, par le simple fait qu'il y ait un siège de l'ONU dans leur territoire, font passer leur bon vouloir dans cette institution-là. Vous avez vu l'approche qu'ils ont menée pour sanctionner la Russie, c'est porté par les États-Unis et la communauté internationale qui va avec. Ici, on parle aussi de mondialisation. Et parlant de mondialisation, il y a un célèbre, peut-être général américain, Kissinger,
Kissinger, qui définissait la mondialisation en anglais, globalization. Globalization is another word for United Domination, for US Domination. Et donc vous comprenez ici que la mondialisation tant vendue à la face du monde et portée par les institutions telles que l'ONU ne sont que le pendant de la volonté de domination et d'expansionnisme américain. Et moi je vais un peu plus loin en parlant de la volonté de Woodrow Wilson quand il parlait de l'américanisation du monde. Nous sommes dans une sphère d'américanisation du monde. On a déjà parlé de ça avec la circulation de l'analyse du DIN. La circulation du DIN. Quand on analyse la circulation du DIN, on se rend bien compte qu'on américanise le monde dans le mode culturel. La musique, le jazz, et tout cela, dont ils ont une influence dans toute la sphère de l'évolution de l'humanité, de tout individu. Et donc, vous voyez ici que nous sommes en plein dans l'hégémonisme américain, sous le pendant des Nations Unies, et qui caracole tout ça. Il faut se constituer maintenant en groupe de lobbying pour que ton idéologie passe. Est-ce que l'ONU peut se lever en tant qu'institution intègre et indépendante et dire par exemple que oh, les États-Unis, voici ce qu'il faille faire. La Russie, voici ce qu'il faille faire. La France, voici ce qu'il faille faire. Mais non, c'est impossible. 5 pays sur les 197 ou bien 197 que compte le monde, 5 pays ont le droit de veto, ont le droit de dire ce qui ne va pas et ce qui va dans le monde. Et donc, si on fait la moyenne de ces 5 pays-là, vous conviendrez avec moi que c'est impossible qu'ils dirigent le monde que ces 5-là. Et donc, si un est fâché, les autres, la résolution ne passera pas. Si l'autre n'est pas content, la résolution ne passera pas. Donc, l'ONU est embrigadée dans le jeu de pouvoir et le jeu d'intérêt qui se déroule en son sein et porté naturellement au niveau de Washington. Dans d'autres termes, l'ONU est impuissant. L'ONU est même inexistant. L'ONU est inexistant, c'est le mot qu'il faut utiliser. Impuissant, c'est comme s'ils existaient, mais ils n'ont pas de pouvoir. C'est inexistant, l'ONU. Parce qu'ils ne servent à rien. Sur leur existence, on va dire 60 ans, ils ont une soixantaine de conflits estimés résolus. Estimés résolus en termes, quand on regarde la carte des conflits qui existent dans le monde, on conviendra avec moi qu'ils ne ramènent la paix nulle part. Donc ils sont inexistants pour moi, à mes yeux. On ne doit pas tenir compte d'eux quand on veut chercher une solution. Ce qui intéresse, c'est un peu la méthode de Poutine, converser avec la personne qui est vraiment confrontée à la difficulté et chercher la solution avec lui, tel qu'il a fait avec le président de la Syrie. Nous vous donnons rendez-vous pour nos prochains numéros. À très bientôt.